Bonjour, nous voici réunis pour le 6e et dernier jour de la formation, la géobiologie sous l'angle cette fois-ci de la santé. Et encore pour une question de simplicité, j'aimerais qu'on aborde ce sujet sous 4 angles. Règle de survie, 3 minutes sans air, 3 heures face aux intempéries, 3 jours sans eau, 3 semaines sans nourriture. Eh bien, nous allons décortiquer ces 4 phénomènes sous l'angle de la santé et de la géobiologie. A tout de suite. Commençons par un symbole puissant, un symbole ancestral, le caducée d'Hermès. Quand on voit ce symbole, on pense tout de suite à la médecine. Et en effet, ce symbole a été récupéré par la médecine, encore aujourd'hui en service aux États-Unis et même en France. Mais il est souvent confondu avec un autre symbole qui est le bâton d'Asclépios. Laissez-moi vous conter ces deux histoires de la mythologie. Tout d'abord, celle du double serpent donc d'Hermès. Tout commence avec un combat reptilien qui se termine de la meilleure façon, c'est-à-dire en paix, entouré d'un bâton. En fait, Hermès se promenait dans la forêt pour rejoindre une de ses aimées et il découvre sur le chemin 2 serpents en train de se battre vigoureusement. Il s'approche, fait preuve de diplomatie et réussit en tendant un bâton à ce que les 2 serpents s'enlacent sur le bâton et reviennent à la paix. Le symbole de cette histoire est l'union de 2 antagonistes. C'est le symbole de 2 polarités qui réussissent à s'unir. N'oublions pas que Hermès est le papa d'Hermaphrodite. Hermaphrodite a été transformé en un homme et une femme dans le même corps. C'est la fusion du masculin et du féminin. Eh bien, même si avant tout Hermès est le symbole des commerçants, car le commerçant essaye par des stratagèmes de pacifier, de convaincre, c'est ce qu'il a réussi à faire avec les serpents, il est aussi, par le biais de cette union de 2 polarités différentes, un symbole de la réconciliation du vivant, la réconciliation du bien et du mal, la non-dualité. Et je trouve que ce symbole, finalement, est aussi bien intéressant pour le commerce que pour la médecine, puisque lorsque l'on va vers un chemin de pacification pour soi-même et pour les autres, eh bien, rien de tel que de trouver la voie du milieu pour unir les opposés. Un peu comme si nous voulions guérir une maladie du corps physique sans aller voir la maladie de l'âme. En allant dans le physique et dans l'âme, on réussit à trouver la voie du cœur. Mais ce symbole, en fait, est très vieux. Tellement vieux que les premières apparitions de 2 serpents enlacés datent des religions animistes, c'est-à-dire les premières religions humaines, mésopotamiennes, babyloniennes et sumériennes, sont des religions animistes, où les animaux et les planètes sont mélangés avec leur symbolique des éléments.
Eh bien, c'est la déesse Ishtar qui a ce symbole avec elle. Elle a une espèce de sceptre avec des serpents enlacés. Et il y a aussi un autre nom de Dieu qui se sert de ce symbole, mais je vais le lire car il est très compliqué. C'est le Pardon. Le Ningi Shida. Ningi Shida. Quelque chose comme ça. Dieu de la fertilité et messager de la déesse Ishtar. Et s'il est aussi vieux, c'est peut-être parce que depuis la nuit des temps, le but ultime, c'est d'arrêter la dualité, de vivre dans un monde binaire de mal et de bien, de moi j'ai tort, toi tu as raison, mais en effet d'unir les opposés, les polarités, plus et moins s'épousent. Même la physique s'en mêle. Mais revenons à ce caducée. Voici donc l'histoire du caducée d'Hermès, qui, je trouve, a aussi une explication, alors toute personnelle, puisque c'est Imram Ivanov, qui propose cette étude du sceptre. Ici, comme vous pouvez le voir, la flèche montre la sphère et cette sphère, c'est l'épiphyse, la glande pinéale. Les ailes sont tout simplement la représentation de notre corps énergétique. Les deux serpents, ici, sont la représentante de Inga et Pingala, c'est-à-dire la Kundalini. Et le sceptre lui-même, cette verticalité, en fait, c'est le Sushumna. Intéressant. Passons maintenant à l'autre. Le caducée d'Asclépios. Celui-ci est légèrement différent. Il n'a qu'un seul serpent et il a bien sûr le sceptre avec la boule, mais des fois, il n'y en a pas. Les pharmaciens, vous verrez, ont souvent ce symbole. Vous avez les infirmières aussi qui peuvent l'avoir. Et certains, bien sûr, médecins. Certains médecins, depuis les années 30, ont fait un procès, au procès d'intention, bien sûr, au caducée d'Hermès, en précisant que le seul et unique représentant des médecins, c'était Asclépios. Et en effet, la légende leur donne raison. Asclépios, c'est le fils d'Apollon. Et je vais vous raconter l'histoire et vous jugerez laquelle représente le mieux finalement la médecine. Asclépios se promène sur un chemin et il voit un serpent se diriger vers lui. À ce moment, Asclépios brandit un bâton dans sa direction pour le frapper. Le serpent s'enroule dans le bâton et Asclépios, de peur, tue le serpent. Voilà l'histoire. C'est pas très feng shui, quoi. Entre Hermès qui arrive en bienfaiteur et réussit à harmoniser tout le monde et Asclépios qui tue. Mais il y a une suite à cette histoire. C'est que un second serpent apparaît à ce moment-là. Et il tend dans sa bouche de serpent une herbe mystérieuse avec laquelle il rappelle à la vie le serpent défunt. Asclépios comprend son erreur, se met à pleurer, à demander pardon. Et de là, le serpent s'enroule de nouveau dans le bâton et Asclépios part avec. De là est née la légende. Voilà l'explication d'Asclépios, le médecin, puisqu'il a le secret des herbes médicinales données par le serpent. Une histoire quand même
assez violente, je trouve, par rapport à celle de Hermès. En tout cas, c'est bien celle-ci qui a été choisie par l'ordre des médecins pour représenter leur profession. Le bâton d'Asclépios a été utilisé pour la première fois, en tout cas de source sûre, en 1605. C'est l'université de Montpellier qui le prend comme symbole. 1605. Et je vous disais que les médecins ont fait un procès d'intention contre le caducée d'Hermès. Or, c'est bien antérieur au XXe siècle, c'est au XIXe siècle qu'a commencé le procès d'intention pour arrêter d'utiliser le bâton d'Hermès comme symbole pour les médecins. Je vous souhaite une bonne journée et si vous avez des remarques sur la symbolique, celle que vous préférez, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part. Au revoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur la santé et la géobiologie, j'aimerais tordre le cou à une expression qu'on entend souvent dans notre milieu, qui est « ton aliment sera ton médicament ». On la voit beaucoup, elle est dite par Hippocrate. Eh bien, ceci est une fake news. Tout ceci est faux. Si nous voulons être sérieux et avoir un peu plus de crédit, il serait déjà bien de savoir d'où provient l'origine de cette phrase. Bien, c'est une déformation du langage au fur et à mesure des années qui en effet fait plaisir quand même à beaucoup de personnes qui voient dans l'aliment, dans la nourriture, un médicament excellent. Mais la vérité est somme toute différente. En fait, Hippocrate a écrit plus d'une trentaine d'ouvrages sur la santé et les aliments, et dans son ouvrage intitulé Traité de l'aliment numéro 19, il écrit cette phrase : « Dans l'aliment, médication excellente, dans l'aliment, médication mauvaise, mauvaise et excellente relativement. » Ceci est une traduction officielle de ce traité de l'aliment numéro 19. Pour autant, en fait, médicament, médication, au temps d'Hippocrate, n'existe pas. Le mot n'existe pas. Il faut comprendre que le mot médicament a été inventé en 1314. Et donc ce n'est pas dans l'aliment médication excellente qu'il faut lire, mais dans l'aliment purgation excellente, dans l'aliment purgation mauvaise, mauvaise et excellente relativement. Et purgation, c'est le renvoi, tout simplement. Tout ça ne veut pas dire que l'aliment n'est pas un bon médicament. C'est juste, remettons les choses dans l'ordre. Cette phrase est un raccourci vulgaire de tout ce qu'a pu écrire Hippocrate. Hippocrate, on va revenir à l'essentiel. Il a été en effet le porte-parole de l'alimentation saine dans un corps en bonne santé. Mais dans ses ouvrages, il y a 4 principes qu'il met en avant. C'est la digestion est une cuisson des aliments. Le deuxième, c'est pour faciliter la digestion, il est préférable de manger des aliments cuits. Le corps est composé d'éléments ou d'humeurs qui déterminent le tempérament. Et le 4e principe, il est recommandé de manger une nourriture équilibrée, c'est-à-dire des aliments correspondant à son tempérament. Je rappelle ici que l'humeur et le tempérament est lié aux 4 éléments, air, terre, eau, feu, qui correspondent eux-mêmes donc aux 4 tempéraments.
c'est-à-dire lymphatique, mélancolique, sanguin et colérique. Et selon en fait ce que vous êtes, on va déterminer quel est le type de régime alimentaire qu'il est approprié pour que vous ayez une bonne santé. Pour Hippocrate, c'était important de cuire les aliments pour se différencier des animaux. L'humain était au-delà de l'animal et donc il se devait de cuire ses aliments pour se distinguer de lui. Lorsqu'aujourd'hui, avec tout le crudivorisme, les tendances crudivores et véganes qu'il y a, on serait plutôt à redevenir des animaux avec sa pensée. Mais n'oublions pas quand même le principal, le serment d'Hippocrate, et c'est sur ça que je terminerai. Je ferai servir, suivant mon pouvoir et mon discernement, le régime diététique au soulagement des malades. Nous revoici pour la géobiologie et la santé. Je vous parlerai de ce livre d'Hippocrate, le traité des airs, des eaux et des lieux, le plus ancien manuel qui traite de l'environnement et de son impact sur la santé. Hippocrate en parle. C'est pour ça qu'il me paraissait intéressant d'amener la géobiologie et la santé vers les choses les plus importantes dans la vie. On pourrait prendre des règles de survie comme celles qui sont indiquées ici. 3 minutes sans air, 3 heures face aux intempéries, 3 jours sans eau et 3 semaines sans nourriture. Donc commençons par l'air.